Les investisseurs étrangers, notamment français, seront-ils bientôt la cible du prochain budget de Trump? Réponse avec vous, Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour David. Président du cabinet PrimeView. Alors rien n'est acté, mais le projet de loi budgétaire défendu par Trump propose de taxer les flux financiers perçus par les investisseurs non américains issus du pays aux pratiques douanières jugées injustes par l'administration Trump. Est-ce que c'est une potentielle mauvaise nouvelle pour les investisseurs français? 30 pays sont concernés, dont la France. Alors déjà, on verra si ça se réalise, mais j'ai vu que Trump d'ailleurs s'agaçait du fait que sa loi, sa belle et grande loi, ne soit pas plus vite votée donc, par les autorités américaines. On verra ce qu'il en sera, donc évidemment. Mais ça traduit finalement dans la prolongation de ce qui s'est passé sur les taxes douanières, un vrai basculement, en tout cas dans la posture des États-Unis qui aujourd'hui disent nous sommes un havre de croissance résiduelle dans un monde qui croît moins qu'avant. Et donc, tout ce qui est rare et cher, mon marché, à moi, eh bien, je vais le protéger. Et donc, je vais moins laisser, en fait, les autres, ça c'est sa posture, en fait, prendre une partie de la demande qui nous appartient. Eh bien, tout comme les taxes douanières visent, pour le coup, à protéger son propre marché, il faut bien se rendre compte que quand même cette tendance-là avait débuté depuis une dizaine d'années, on est simplement passé au stade 2. C'est la traduction du fait que le taux de croissance potentielle partout dans le monde baisse, donc ça veut dire que la taille du gâteau à se partager au niveau global arrête d'augmenter. Or, aux États-Unis, vous le savez, le taux de croissance potentielle est un peu plus élevé qu'ailleurs, ce qui fait que là, on continue finalement d'avoir une taille du gâteau à se partager qui augmente. Tout ce qui est rare et cher, eh bien, naturellement, les autorités américaines, à travers évidemment l'image de Trump et la posture de Trump qui est radicale, évidemment, continuent de faire en fait ce qu'ils ont déjà commencé de faire depuis qu'il est au pouvoir, à savoir des taxes douanières. Non, vous ne pourrez plus finalement créer de la richesse sur le dos des Américains. Alors après, on peut débattre d'eux. Et bien de la même manière, vous ne pourrez plus gagner de l'argent sur la base de la richesse créée par les entreprises américaines, que ce soit sous la forme obligataire, sous la forme d'actions, etc. Et cette taxe ciblerait les dividendes, les revenus financiers générés aux États-Unis. Elle serait d'abord fixée à 5%, puis augmenter de 5% chaque année jusqu'à un plafond de 20%. 20%, c'est pas négligeable ça, 20%. Ah non, c'est pas négligeable. Et donc d'ailleurs, et c'est là où ça va être intéressant pour savoir si effectivement on ira au bout ou si, comme sur le sujet des taxes douanières, on fera 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais attention tout de même, et vous l'évoquiez tout à l'heure avec Christian, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ça quand même dessine une trajectoire. On ne revient pas au point initial. Donc évidemment, ça pénalise l'investisseur étrangers, tout simplement parce que de la même manière que Trump dit pourquoi les entreprises viendraient créer de la richesse en fait ou capter de la richesse qui appartient aux États-Unis et la rapatrier chez eux, qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende, c'est une partie des profits réalisés par les entreprises américaines. De la même manière, qu'est-ce qui vous autoriserait à bénéficier de la capacité des entreprises américaines à créer plus de richesse en fait aujourd'hui que leurs homologues? Et donc, naturellement, clairement, il y a une différence qui est faite entre les ressortissants américains versus les ressortissants étrangers. Donc concrètement, eh bien, la plus-value associée au fait que le taux de croissance potentiel aux États-Unis soit plus élevé, eh bien, ce que dit Trump, c'est que vous ne pourrez plus en bénéficier comme par le passé. Donc c'est presque, cette mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle évidemment pour les flux financiers américains, c'est-à-dire qu'il y a probablement moins d'intérêt pour un étranger à aller acheter des actifs américains, si ça se réalise. C'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour les actifs des pays étrangers, à savoir les actifs européens. Peut-être qu'à travers cela, eh bien, on verra des Européens qui iront moins acheter des actifs américains et du coup qui achèteront quoi en parallèle? Peut-être un peu plus d'actifs européens. Parce peut-être que ça réduirait nouvelle. L'attrait des investisseurs internationaux. Exactement. Pour être concret, 20%. Si vous avez un taux d'intérêt d'une obligation américaine qui rapporte du 4, eh ben, pour un Américain, ça rapporte 4. Pour vous, ça rapporte 3. Donc naturellement, voilà, ou un peu plus de 3. Mais donc l'intérêt, l'écart. Or, combien paye par exemple l'obligation française aujourd'hui sur 10 ans? 3,2, voilà, 3,5. Donc naturellement, ça érode l'attractivité relative pour un étranger des actifs financiers américains. Alors là, évidemment, vous allez me dire, mais du coup, comment les Américains vont-ils financer leur fin de mois? Puisque je rappelle tout de même qu'aux États-Unis, on a du déficit public, on a du déficit courant, ce contre quoi veut lutter Donald Trump, et on a plus d'investissement que d'épargne. Donc ça veut dire qu'en équation, c'est que ce n'est pas équilibré du tout. C'est-à-dire que les Américains, l'économie américaine ne génère pas assez d'argent pour équilibrer l'équation des finances publiques, des déséquilibres des finances publiques, des finances privées. Sauf que là, ça pourrait faire entrer des recettes fiscales supplémentaires, 115 milliards de dollars sur 10 ans, selon KPMG. Évidemment, cette taxe de 20%. Une goutte d'eau par rapport à, si jamais, pour le coup, les investisseurs étrangers veulent moins acheter. Imaginez d'actifs américains, donc des actions, mais peut-être aussi des obligations. Et si jamais ils en achètent moins, ça fait quoi? Théoriquement, ça fait monter les taux. Et donc,
lorsque vous êtes endetté à hauteur de 120 points de PIB et que vous avez encore des déficits publics de 6 ou 7 points de PIB par an, eh bien, je peux vous dire que très rapidement, les gains que vous allez prendre sur les frais financiers vont être compensés par le coût associé à la charge de la dette publique américaine. Donc très vite, le calcul ne peut pas être fait en péréquation. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas ce que je vais gagner là qui va compenser. Au contraire même, ça pourrait pénaliser. Non, là, véritablement l'objectif, et à mon sens, l'objectif, il est indirect, comme pour les taxes douanières. Ce n'est pas à travers les taxes douanières qu'on retrouve de la compétitivité à l'export. C'est même pas à travers des taxes financières qu'on va retrouver de la compétitivité à l'export. Mais qu'est-ce que c'est en train de faire? Qu'est-ce que fait Donald Trump? Sans mettre les mêmes mots que par le passé, il est en train de rejouer un peu les accords du Plaza et les accords du Louvre des années 80, en orchestrant quoi? La baisse du dollar. Tout simplement, les taxes douanières, ça a eu quoi comme première conséquence? Baisse de 8% depuis le début de l'année du dollar face à un panier de devises. Lorsque vous dites à des investisseurs étrangers, si vous investissez chez moi, en fait, j'en garde 20%. Donc ça veut dire que vous diminuez l'attractivité relative des actifs financiers américains. Donc ça veut dire moins d'épargne qui s'investit aux États-Unis. Vous savez ce que ça veut dire? Quand moins d'Européens achètent des actifs américains, ça fait donc baisser le dollar, monter l'euro. Et concrètement, ça pourrait contribuer à la baisse progressive du dollar, seul véritable levier qui peut permettre de reconstituer la compétitivité à l'export des entreprises américaines. Donc on verra si ça se produit, mais la vraie conséquence, ce n'est pas tellement les recettes fiscales que ça va permettre de gagner, taxes douanières comme taxes financières, c'est essentiellement qu'en rendant moins attractifs les actifs américains, eh bien, ça permet en fait à la devise, au billet vert, de rebaisser. Et pour être honnête, c'est la seule manière, pour redevenir compétitif à l'export. Pourquoi? Parce qu'une monnaie qui baisse à 10%, toutes vos entreprises, toutes sans faire de choix, ont gagné 10% en compétitivité. Mais de l'autre côté, je rappelle quand même pour celui qui voit sa monnaie monter, toutes les entreprises voient leur compétitivité aussi diminuer, mais aussi les ressortissants qui y vivent gagner un pouvoir d'acheter ce qui est produit ailleurs. Donc c'est une manière de rééquilibrer les échanges évidente. C'est-à-dire que toutes ces armes-là, aujourd'hui, alors traduisent, on pourrait débattre, une forme d'impérialisme nouveau, voilà, mais surtout concrètement traduisent une volonté maintenant avérée de faire baisser le dollar pour faire regagner les États-Unis, les entreprises américaines en compétitivité à l'export. Donc des investisseurs français, des épargnants français bientôt taxés potentiellement à 20% d'ici quelques années sur leurs actions américaines. C'est pas fait, c'est pas acté. Non. Mais c'est de l'ordre du possible. C'est bien sûr que c'est possible, mais tout est possible. Vous savez, en fait, le pouvoir du politique, c'est le pouvoir de légiférer. Le pouvoir de légiférer, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'économique ne subdétermine jamais le politique. C'est toujours le politique qui subdétermine l'économique. Parce que le politique, c'est qu'est-ce qu'une économie? C'est des hommes et des femmes dans un lieu, dans un territoire. Le politique a deux pouvoirs sur lesquels il assied sa légitimité. Le pouvoir de légiférer, c'est-à-dire le pouvoir de fixer les règles du jeu. Quand on a le pouvoir de fixer les règles du jeu, on peut dire pendant 50 ans, voici les règles du jeu avec lesquelles vous allez jouer. Et du jour au lendemain, dire les règles du jeu changent. Donc bien sûr, c'est du pouvoir du politique et bien sûr, c'est réalisable. Et ce serait une mauvaise nouvelle pour les épargnants français? Alors, ça serait une mauvaise nouvelle pour les épargnants français qui achetaient jusqu'à maintenant et construisaient la performance de leur portefeuille sur des actifs en dollars. Je le répète, si l'argent ou l'épargne des Français va être moins investi aux États-Unis, elle existe encore l'épargne des Français, donc il faut qu'elle soit portée par autre chose. Si on était un peu malin, on pourrait créer les conditions pour que cette épargne qui fuyait finalement notre continent soit investie sur notre continent, que ça soit dans le marché obligataire, dans le marché des actions, elle a été bien dans le marché rémunérée cette action. Alors elle le sera moins. Voilà. Français dans des actions américaines. C'est vrai. Alors, du coup, pour le coup, oui, peut-être à court terme, on peut considérer qu'il y aura moins de rendement pour l'épargne des Français qui jusque-là était rémunérée en dollars et par des boîtes dont le cours montait. Mais si, pour le coup, ce rapatriement de l'épargne des Européens sur les actifs européens fait monter le prix des actifs européens, eh bien peut-être que tout sera à compenser parce que les marchés européens en auront bénéficié. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci. Merci David.